Le Témiscamingue regorge de faits historiques, de moments importants et de diverses actualités de tout genre. Puisqu'il est facile d'oublier le passé, TV Témis veut mettre en valeur et faire redécouvrir notre patrimoine écrit. Voici Histoire mot à mot, épisode 7, la santé. Voici un extrait de La Baie des Pères à Ville-Marie, 1886 à 1986, de Marc Riopel et le comité du centenaire de Ville-Marie. Lorsque l'on regarde le centre de santé Sainte-Famille aujourd'hui, on a de la difficulté à s'imaginer les conditions dans lesquelles travaillaient les Sœurs Grises, Sœur Ézenne en tête, dans leur hôpital de fortune de la Mission Saint-Claude. La Sœur Ézenne agissait à titre d'infirmière, de médecin et de chirurgien. Sa façon de soigner les malades et les blessés est fort simple. Elle examine le patient, pose un diagnostic, va à la pharmacie de la mission, dit une prière et choisit le remède à lui administrer. La plupart du temps, dit-elle, cette tactique porte fruit, puisque le malade guérit. À cette époque, les hommes des chantiers constituent la majeure partie des patients. Au fil des ans, les colons gagnent le Témiscamingue et de plus en plus de personnes fréquentent l'hôpital de la Mission. Le 27 novembre 1887, les sœurs emménagent dans leur nouveau bâtiment de la Baie des Pères. Cet hôpital est fait de briques, possède un pignon surmonté d'une cloche et compte une chapelle. En 1887, le personnel se compose de 5 gardes-malades religieuses et 3 aides laïques. À l'intérieur, il y a une salle d'opération chirurgicale, des stérilisateurs, 10 chambres privées et 2 salles publiques de 15 lits chacune. Ce bâtiment compte 3 étages. Au sous-sol se trouvent les fournaises à bois, des réservoirs à eau, un petit caveau à légumes et la chambre à coucher de l'employé, chargé de l'entretien de l'hôpital. Le premier étage regroupe le hall d'entrée, le bureau de l'administration, des chambres pour les religieuses, une salle à manger et une grande cuisine. La chapelle occupe toute une aile. Au deuxième étage, on retrouve les chambres des patients, les chambres privées pour les hommes et les femmes et une salle publique réservée aux patientes. Le troisième étage sert de grande salle pour les patients. Le prix des chambres s'élève alors à 2 $ par jour. En 1888, l'Hôpital général de la Sainte-Famille accueille son premier médecin, Charles-Alphonse Dubé, ancien zouave pontifical. Il exerce sa profession pendant quelques années à cet hôpital. Le docteur Dubé se joint aux Sœurs Grises et complète le personnel. À une arrivée correspond un départ. En 1890, Sœur Ézenne quitte Ville-Marie et retourne à la maison mère située à Ottawa. L'Hôpital des Sœurs poursuit sa lancée pendant la décennie 1890. Cependant, en 1897, la buanderie brûle et l'hôpital échappe de justesse à l'incendie. L'année suivante, le Dr Aubin augmente le personnel de médecins et se joint au Dr Dubé. De plus, en septembre, la direction de l'établissement de santé inaugure son aqueduc et se dote de nouvelles fournaises. Au tournant du 20e siècle, Ville-Marie se développe et la santé des gens évolue au fil des ans et des événements. En effet, selon les propagandistes de la colonisation du Témiscamingue, un des grands avantages de la région est l'excellence de son climat et le bienfait qu'il apporte à la santé des résidents. En 1906, le notaire André Elzéar Gay affirme que la population doit sa bonne santé au bon air pur. 4 ans plus tard, Alfred Pellan, employé au ministère de la colonisation à Québec, abonde dans le même sens, dans sa brochure « Vaste champ offert à la colonisation et à l'industrie, le Témiscamingue ». Cependant, cette situation fait place à l'inquiétude quant à une épidémie possible de variole en 1911. Face à la menace qui sévit dans la province de Québec, le conseil municipal de Ville-Marie adopte un règlement rendant la vaccination antivariole obligatoire. Toutes les personnes doivent se faire vacciner sous peine d'amende. Puis, en 1918, la grippe espagnole s'abat sur la région et Ville-Marie n'y échappe pas. Plusieurs familles se retrouvent en deuil. Les sœurs accueillent des patients de toutes les localités du Témiscamingue à l'hôpital. C'est la première fois qu'elles soignent autant de malades. En 1922, l'hôpital compte encore beaucoup de patients. Cette même année,
les Sœurs Grises effectuent la tournée des chantiers forestiers afin de trouver du financement pour leur hôpital. La cueillette s'avère très généreuse. Autre bonne nouvelle pour l'année 1922. L'hôpital accueille son premier médecin chirurgien, le docteur Laurent Genet. Il se joint au docteur Brault et Henri Cartier, tous deux arrivés en 1920. Le docteur Brault a remplacé le docteur Aubin qui a quitté Ville-Marie. Le docteur Genet quitte Ville-Marie pour Hall en 1939. Depuis leur établissement à la baie des Pères, les Sœurs Grises s'adonnent à l'agriculture. Elles exploitent une ferme pour subvenir aux besoins de l'hôpital et de la communauté. En 1890, elles achètent des Perrot Blancs, un terrain adjacent à l'hôpital. Auparavant, les sœurs leur louaient cette parcelle de terre. Ce terrain s'étend de l'hôpital jusqu'au chemin de Guigues. La ferme des Sœurs Grises comprend une étable, quelques vaches, des veaux et des poules, et une grange pour entreposer le foin et le grain. Elles cultivent aussi un jardin. Elles embauchent 2 employés pour les aider. M. Paré s'occupe des animaux et des gros travaux, et Mme Bellemare travaille à l'intérieur de la maison. Les Sœurs Grises abandonnent cependant l'agriculture vers 1924. En 1925, un tremblement de terre se fait sentir à Ville-Marie et ébranle entre autres immeubles l'hôpital. Quelques mois plus tard, l'aile sud de l'hôpital est démolie et fait place à une nouvelle partie, construite plus grande. Elle s'élève du côté de l'église. Cette nouvelle construction compte 3 étages. Au premier, se côtoient 3 chambres privées et une salle publique pour les hommes. Au deuxième, 5 chambres privées et une salle sont mises à la disposition des dames et des enfants. Le troisième comprend 2 salles d'opération, une salle d'accouchement, une salle de stérilisation et une salle qui, éventuellement, accueillera une machine à rayon X. Cette nouvelle section ouvre ses portes en 1925. L'hôpital accueille de plus en plus de patients et le nombre des opérations pratiquées à Ville-Marie augmente constamment. Un nouveau médecin chirurgien s'ajoute aux Sœurs Grises et aux médecins laïcs. Il s'agit du docteur Philippe Chabot, arrivé au mois d'août 1925. Un mois plus tard, il déménage à Lorrainville. Il pratique à l'hôpital de Ville-Marie et dessert la majorité des localités du Témiscamingue. L'équipe de médecins est recrutée à l'extérieur du Témiscamingue. Les Sœurs Grises agissent à titre d'infirmières et administrent l'hôpital. En 1927, les sœurs mettent sur pied une école d'infirmières dans l'hôpital pour pallier au manque d'infirmières provenant de la région. Ce cours est reconnu par la Commission des écoles des gardes-malades auxiliaires licenciés de la province de Québec. Le cours de garde-malade s'échelonne sur 2 ans et comprend une partie théorique et une partie pratique. Les cours magistraux sont d'une durée de 675 heures. Après leur cours, les étudiants doivent effectuer l'un des stages pratiques d'une durée variable. 4 mois en médecine, 6 mois en chirurgie et 1 mois en obstétrique, à la pouponnière, en pédiatrie et à la salle d'opération. Les stages ajoutent une formation pratique en ce qui a trait à l'apprentissage de certains traitements, à donner des injections intramusculaires, à faire des pansements. Les Sœurs Grises dispensent ce cours d'infirmière jusqu'aux années 1960. Extrait de La baie des Pères à Ville-Marie, 1886-1986, de Marc Riopel et le comité du centenaire de Ville-Marie. En 1950, les Sœurs Grises, appuyées par les Oblats, débutent une campagne visant à l'obtention d'un octroi gouvernemental pour l'agrandissement de l'hôpital. Pour justifier cette demande, elles invoquent l'augmentation de la population du Témiscamingue, la généralisation des accouchements à l'hôpital, auparavant les femmes enfantaient à la maison, le nombre de lits insuffisant à l'achalandage ordinaire, les malades qui ne peuvent être admis doivent aller à Leybury ou à Rouen, et enfin, le recrutement difficile des médecins chirurgiens et des spécialistes pour leur établissement à Ville-Marie, vu l'étroitesse des locaux et le peu d'appareils mis à leur disposition. C'est donc toute la population du Témiscamingue qui souffre de cet état de fait. Les Sœurs Grises obtiennent l'appui de plusieurs organismes et individus dans leur demande de construire une nouvelle section à l'hôpital. Il s'agit des Pères Oblats, de la Chambre de commerce de Ville-Marie, du Conseil municipal de Ville-Marie, des organismes civils et religieux de la paroisse et de l'ensemble de la population du Témiscamingue. La communauté des Sœurs embauche un architecte afin de préparer les plans d'une nouvelle partie et d'évaluer les coûts de construction qui s'élèvent à 750 000 $.
Au printemps 1951, le ministre de la Santé du Québec, M. Albini-Paquette, annonce un octroi de construction de 350 000 $. Sur ce montant, le gouvernement du Québec donne 300 000 $ et le fédéral 50 000 $. Jugeant ce montant insuffisant, les Sœurs Grises refusent la subvention. Elles allèguent que la communauté ne peut investir les 400 000 $ manquants pour la réalisation de ce projet. Suite à cette décision, on organise une assemblée publique pour déterminer une stratégie d'action. À cette assemblée, convoquée par les autorités religieuses du Témiscamingue, on retrouve les curés de Guigues, Monseigneur LZ Moreau, de Fabre l'abbé Laurando, le supérieur de Ville-Marie Charles Laberge, OMI, le directeur de l'école Moffett, le père Donat Martineau, OMI, deux frères Saint-Gabriel, le directeur et le frère Faustin, le maire de Ville-Marie, Victor Dubrul, plusieurs de ses collègues des localités du Témiscamingue, les docteurs Chabot, Godbout, Belle-Île et Savoie et des représentants d'organismes témiscamiens. Octave Perron de la Compagnie de téléphone du Nord, Georges Lefort de Radio-Témiscamingue, Hector Lefebvre du Palais de justice et Augustin Chénier de la Chambre de commerce de Ville-Marie. Le député provincial de Témiscamingue, M. Neil Larivière, est aussi présent à cette réunion. Ces personnes se réunissent dans le but de trouver un moyen pour permettre aux Sœurs Grises de réaliser l'agrandissement projeté. Elles reconnaissent la nécessité d'agrandir l'hôpital pour doubler la capacité hospitalière. Les 38 lits répondent seulement à la moitié de la demande. On veut aussi doter l'établissement de services techniques adéquats et offrir aux sœurs une nouvelle résidence car leur maison ne suffit plus à leurs besoins et de plus, elle tombe en ruine. Après une longue discussion, le groupe suggère de prendre des informations supplémentaires au sujet des modalités du versement de la subvention promise de 350 000 $, un ou plusieurs versements annuels, et d'accepter la subvention même si elle s'avère insuffisante et de construire d'abord l'aile arrière de l'hôpital, quitte à recommencer les pressions sur le gouvernement l'année suivante. Finalement, les gens adoptent la résolution qu'une délégation apporte à Ottawa pour y rencontrer la communauté des Sœurs Grises et défendre la nécessité pour la région d'agrandir l'hôpital et suggérer les moyens d'action proposés. La délégation se compose de Monseigneur LZ Moreau, M. Neil Larivière, Dr Philippe Chabot, le père Charles Laberge, OMI, M. Victor Dubrul, maire de Ville-Marie, et M. Albert Perron, préfet au comté. Cette démarche effectuée et jugée fructueuse, le comité poursuit ses pressions sur le gouvernement du Québec. En février 1951, une délégation rencontre à Québec le ministre de la Santé, le Dr Albini-Paquette, le sous-ministre M. J. Grégoire et le député provincial de Témiscamingue, M. Neil Larivière. Cette rencontre porte fruit puisque, en juin, le député Larivière annonce que le département de la Santé accorde un octroi de 750 000 $, dont une partie vient du gouvernement du Canada pour la construction d'un hôpital de 100 lits. Les travaux débutent en octobre 1951 et se déroulent en 2 temps. Le 8 octobre, les ouvriers procèdent à la démolition du vieil hôpital datant de 1887. Le 18 octobre, Monseigneur Réaume bénit officiellement les travaux de construction et lève la première pelletée de terre symbolique. Cette cérémonie se déroule dans le cadre du 28e anniversaire de consécration de l'évêque de Timmins. Plusieurs personnalités assistent à l'événement, dont le député Larivière, quelques conseillers municipaux, les Oblats, les Sœurs Grises et des médecins. Pendant les travaux de construction, les religieuses habitent une résidence fournie par les Pères Oblats. Celle-ci servait auparavant de dortoir aux sœurs. Les travaux se déroulent pendant 2 ans. Le 22 octobre 1953, les sœurs aménagent dans le nouvel hôpital et transportent les patients dans la nouvelle partie. 4 jours plus tard, un père Oblat célèbre la première messe dans la nouvelle chapelle. Le nouvel établissement compte 102 lits. Les sœurs fixent le prix des chambres à 8 $ par jour. Les travaux de restauration de l'aile datant de 1925 débutent en janvier 1954. Les ouvriers terminent tous les travaux de construction et de rénovation à l'été 1955. L'hôpital compte maintenant 4 étages. Puis, le 24 octobre 1955, on inaugure officiellement l'hôpital. Monseigneur Maxime Tessier, évêque de Timmins, bénit l'établissement devant plusieurs personnalités de Ville-Marie et du Témiscamingue.
Ensuite, de 1955 à 1970, les sœurs apportent plusieurs modifications à l'hôpital. Le réaménagement de la radiologie, du laboratoire et des archives, la relocalisation des bureaux administratifs, la rénovation de la salle d'opération, l'aménagement de l'unité de soins prolongés, la relocalisation de la pédiatrie, l'installation d'une chambre à soins Maxima et la construction d'une buanderie. Au début des années 1970, les Sœurs Grises débutent les démarches afin de se départir de l'hôpital général de la Sainte Famille. Elles veulent vendre l'établissement à une corporation publique. Les pourparlers se terminent en 1974 par la vente de l'hôpital et des terrains avoisinants à une telle corporation. Le gouvernement émet une charte au nom du Centre hospitalier Sainte-Famille qui devient officiellement un établissement public. En 1972 débutent les consultations et les assemblées publiques au sujet de l'implantation d'un CLSC au Témiscamingue. Les démarches consistent en une cueillette de données auprès de la population, la formation d'un comité provisoire, la rédaction d'un rapport contenant la liste des services à mettre sur pied, la consultation de la population au niveau de ce premier rapport et finalement la formation d'un comité élargi afin de permettre la participation de d'autres établissements. Le CLSC débute ses activités de façon autonome. Puis, après 3 ans de fonctionnement et suite à de nombreuses discussions et de vifs débats, décision est prise d'intégrer administrativement le CLSC au Centre hospitalier Sainte-Famille. À compter de 1975, le centre hospitalier assure une triple vocation, les soins prolongés, les soins curatifs et les services de première ligne. Extrait de Histoire de Lorrainville de Marc Riopel et le Comité du centenaire de Lorrainville. Les problèmes de santé publique retiennent l'attention au conseil municipal de Lorrainville selon les pouvoirs qui lui sont dévolus par le gouvernement du Québec. Dans les faits, le budget du conseil s'avère trop faible pour lui permettre d'assumer pleinement ses obligations, à l'instar des autres municipalités locales québécoises. Le conseil assume une partie des frais d'hospitalisation de ses résidents dans le besoin, en plus d'adopter des règlements favorisant la santé publique. Ainsi, en 1907 et 1908, lors de l'épidémie de diphtérie, on met sur pied un service de quarantaine qui placarde les résidences de familles atteintes afin d'enrayer l'épidémie. Dans un autre ordre d'idées, en 1916, un nombre élevé de contribuables de Lorrainville demande au Conseil la prohibition de la vente de cigarettes, des papiers et des tabacs. La fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, n'apporte pas que des réjouissances. L'année 1918 marque en effet la terrible épidémie de grippe espagnole qui frappe partout dans le monde. Avec ses 20 à 40 millions de morts, la grippe espagnole s'avère plus meurtrière que la Première Guerre mondiale qui en revendique 10 millions. Le Québec est le plus touché au Canada, avec 14 000 morts. La grippe espagnole n'épargne pas le Témiscamingue ni Lorrainville. En 1924, on établit un bureau local d'hygiène et nomme un officier de surveillance des maladies contagieuses, qui a comme tâche principale de placarder les maisons contenant des gens atteints de telles maladies, de surveiller la progression de la maladie et de procéder à la désinfection. Par ailleurs, quelques médecins se succèdent à Lorrainville, dont le plus célèbre, le docteur Philippe Chabot, qui arrive en 1925. Voici un extrait de Aînée d'exception par Guillaume Beaulieu. Carmen Côté, 71 ans. Saint-Bruno-de-Guigues, anciennement Lorrainville. Le père de Carmen s'appelait Marcel, Marcelin pour les intimes. Un homme jovial et manuel qui était atteint d'une spondylite ankylosante qui rendait son cou complètement fixe et penché vers l'avant. Avec les années, cela lui donnait l'allure d'un bossu. Carmen a appris à vivre avec cette caractéristique de son père. Toutefois, il faut avouer que ce n'est pas tout le monde qui voit souvent passer un homme avec cette silhouette. Un bon jour où Carmen avait 11 ans, en marchant au village avec une amie, cette dernière lui a dit « Hey, regarde l'autre bord de la rue, il est donc bien bossu cet homme-là. » Carmen est restée figée. Rien ne savait plus sortir de sa bouche. C'est sans doute la première fois qu'elle entendait un commentaire direct de ce genre envers lui. Elle est donc passée sans dire que c'était son père. Elle s'en y voulut énormément d'avoir en quelque sorte renié son père. Des mois et même des années sont passés avant de faire la paix avec cet événement. Notre conscience intérieure et profonde est souvent un juge sévère. Sans que personne ne nous reproche ouvertement quoi que ce soit, notre conscience s'est jouée dans nos plaies. Il est possible toutefois d'en guérir. Pour cela, Carmen a misé sur la promesse à elle-même
de ne jamais renier à nouveau son père, sous aucune considération. Marcellin n'était pas du genre à s'apitoyer sur son sort. Ce n'était pas sa condition physique qui allait l'empêcher de faire quoi que ce soit. Tenez-vous bien. Il est parvenu à patenter une tondeuse accrochée à l'arrière d'un fauteuil roulant. Il s'est fait un manche avec un aimant pour ramasser ses vis et un autre avec un lave-bouteille afin de mieux se laver les pieds et faire rire l'ergothérapeute. On l'a vu remplacer toute seule les feuilles de plâtre dans son plafond incliné par un ingénieux système de poulies. Il restait bien des endroits comportant des craques apparentes qu'il avait fait masquer en ajoutant des moulures en lattes de bois à intervalles réguliers. Pour ce qui est de son caractère, Carmen voyait bien que son père, habile conteur, tournait à la blague son allure de bossu. La désamorce par l'humour était sa meilleure arme. « T'en as pas vu souvent des modèles comme moi, hein? » Qu'il lançait droit dans le mille. « C'est long ici, à l'urgence aujourd'hui. Bon, regarde les deux filles qui sont dans le coin là-bas. Je te jure, Carmen, que je les guéris toutes les deux. Regarde-moi bien aller. » Il s'avance avec son dos voûté et son cou barré en disant aux jeunes femmes « Bonjour, madame. Comment ça va, vous autres? » Elle de répondre, après 2 secondes sur lui, « Ah, ça va pas pire? Ouais, pas pire pantoute. » En retournant à sa chaise d'origine, « Je te l'avais dit, Carmen, que je les guérirais. » Tout cela vécu sur fond de sa musique préférée de Jerry Boulet. « Je suis celui qui spinne, qui reste vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Je suis celui qui frappe dans la vie, à grands coups d'amour. » Comme Marcellin n'était pas du genre à se plaindre et qu'il avait toujours montré qu'il pouvait travailler comme tout le monde, Carmen a pris du temps avant de reconnaître, en lisant un dépliant offrant de l'aide à domicile pour les personnes atteintes d'un handicap, que son père était un handicapé. Certes, elle voyait bien la différence, mais pas le handicap. Toujours est-il qu'après avoir allumé, elle est parvenue à avoir des services pour son père qui commençait à se faire un peu plus vieux. Ce n'est que bien plus tard qu'elle a compris qu'elle avait reçu une belle leçon de lui. En effet, à chaque fois qu'elle a surmonté des difficultés en tant que femme, elle s'est parlé en elle-même pour mieux les affronter et se montrer fièrement capable. Extrait du livre du 50e de Rémigny, Nos réalisations, notre avenir, 1935 à 1985. Dispenser des soins médicaux dans des conditions aussi pénibles que celles qu'on pouvait connaître au temps de la colonisation n'était pas une sinécure. Il fallait vraiment avoir l'esprit missionnaire pour quitter Québec en mars 1936 et s'engager comme infirmière dans une nouvelle paroisse au Témiscamingue. C'est ce que fit Jeanne Clavet, la première garde-malade, qui fut logée comme le curé dans un camp de Boiron. Accouchement, maladie, accident ne lui laissaient que peu de répit. Son séjour fut de courte durée. Au cours de l'année, elle fut remplacée par Gabriel Roy, qui quitta à son tour pour se marier. À peine un peu plus d'1 an s'était écoulé que déjà une 3e garde-malade, Marcel Gosselin, entrait en fonction. C'est elle qui eut à soigner les victimes de la fièvre typhoïde quand cette épidémie, causée par l'insalubrité de l'eau, s'abattit sur la paroisse en 1937. Atteignant une 30aine de personnes et provoquant 2 décès, M. Élie Lépine, 57 ans, père d'une famille nombreuse, et Charlemagne Majot, cousin du curé. Être disponible à toute heure du jour et de la nuit, visiter les malades à pied, en raquette, en traîneau tiré par un chien, un cheval ou même un bœuf, reconduire des cas graves dans les hôpitaux, voilà ce qu'on attendait de ces personnes qui n'avaient pas choisi une tâche facile. Leur présence était un réconfort, surtout au temps où les naissances étaient nombreuses et les communications avec l'extérieur si difficiles. Tous les autres professionnels de la santé furent logés à partir de 1939 dans le dispensaire construit par le ministère de la Colonisation. Ce sont Marie-Ange Beauregard, Lucille Nolin, Garde Demers, Anne-Marie Martel, Marie-Marthe Champoux, Lydia Jolette, Pierrette Belair, Michel Boisvert, à qui le centre de santé fut vendu en 1983. Un nouveau point de service bien équipé, installé au centre communautaire de Rémigny depuis juin 1984 et inauguré officiellement le 29 novembre, dessert également la paroisse de Guérin. Extrait de Histoire de Lorrainville de Marc Riopel et le comité du centenaire de Lorrainville. Louis-Philippe Joseph Chabot naît le 24 novembre 1896 à Skenobah, près de Flint, État du Michigan, États-Unis. Il est le 4e d'une famille de 8 enfants de Louis-Philippe Chabot et Éléonore Diane Noël.
Son père fait chantier. Philippe a 7 ans lorsque son père décède et c'est le retour à Clarence Creek, près d'Ottawa, où le curé Claude Poulain, venant en aide, prend Philippe à son presbytère comme aide et pour le faire instruire. Philippe a un cheval et des poulets à soigner, chauffe les fournaises de l'église, agit comme bedeau et fréquente l'école du village, toujours premier de classe. Ensuite, c'est le cours classique à l'Université d'Ottawa et le port de la soutane durant 15 mois. Pour ses études en médecine à l'Université de Montréal, Philippe doit se débrouiller. Travail et emprunt lui permettent de payer ses études. Sa mémoire phénoménale lui permet de bien réussir. Il est reçu médecin-chirurgien en juin 1923. Il fait son internat à l'Hôpital général d'Ottawa chez les Sœurs Grises de la Croix. Le 1er août 1925, c'est l'arrivée à Ville-Marie sur le Météore. Le 1er septembre, Philippe Chabot s'établit à Lorrainville, ouvre son bureau dans la maison de M. Joseph Bellemare, maison face à la Caisse des Jardins. Le 30 septembre 1925, c'est le premier appel pour un accouchement chez M. John McFadden. Charles-Édouard McFadden voit le jour. Il est le premier d'environ 8000 bébés mis au monde par le Dr Chabot au Témiscamingue. Charles-Édouard sera aussi le dernier patient à être reçu au bureau du Dr Chabot. Le Dr Philippe Chabot a aussi fait plus de 8000 cas de chirurgie à l'hôpital Sainte-Famille de Ville-Marie au cours de ses 35 années de pratique. Médecin de campagne, Philippe Chabot pratique sa profession 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il ne refuse jamais d'appel. Il va aux malades jour et nuit, beau temps, mauvais temps, pour tous, riches ou pauvres, avec dévouement et bonne humeur, à pied avec son cheval two-step, relayé le long du parcours en voiture, en cutter, en train, en snowplane, en snowmobile, loué, acheté ou inventé. Sur les routes, sur les roulées de boue, il se rend promptement au chevet des malades jusqu'à 40 000 à la ronde. Dans son implication sociale, Dr Chabot est entre autres conseiller municipal pendant 6 ans, maire de son village pendant 19 ans, promoteur de l'électrification, sociétaire de la compagnie industrielle de Lorrainville qui bâtit et gère l'aqueduc. Il est aussi le président fondateur de Radio-Témiscamingue, CKVM. En politique provinciale et fédérale, ses essais ont été infructueux. On disait ne pas voter pour lui, préférant le garder comme médecin que l'avoir comme député. Philippe Chabot était aussi un athlète accompli. Au collège, il avait pratiqué tous les sports. Au Témiscamingue, il a surtout excellé au pool et au baseball comme entraîneur, lanceur et deuxième but, et ce jusqu'à l'âge de 50 ans. Épuisé par le travail, victime de sa disponibilité, de son dévouement et de son amour pour la médecine, le docteur Chabot décède le 14 novembre 1960, 10 jours avant son 64e anniversaire de naissance. À son souvenir, un pont et une rue de Lorrainville portent son nom. La Fondation Philippe Chabot, établie en 1983, est vouée à l'aide aux personnes âgées vivant en centre d'hébergement au Témiscamingue. Extrait du cahier Laverlochère de la Société nationale des Québécois d'Abitibi-Témiscamingue. Jeudi 18 janvier 1945. Les journaux quotidiens citaient la semaine dernière à l'honneur la révérende sœur Marie-Émile des Sœurs Grises de la Croix, qui est revenue dernièrement de la baie James où elle a exercé son apostolat pendant 15 ans. Cette humble religieuse s'est distinguée de façon particulière par les soins qu'elle apportait aux malades. La nécessité a fait d'elle un chirurgien qui, en 15 ans, a opéré 25 blessés sans en perdre un seul. Elle a amputé une jambe, un pied, 8 doigts, 15 orteils et a toujours eu un grand succès dans ses opérations. La révérende sœur Marie-Émile, elle a fait ses études de garde-malade à l'hôpital des Sœurs Grises à Noranda. C'était Histoire mot à mot, une production de TV Témis avec les voix de Mathieu Bourque, comédien amateur. Annie Larivière, directrice générale de CKVM à Radio-Témiscamingue. Ghislain Roberge, acteur, animateur et metteur en scène. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre d'une mesure du Plan culturel numérique du Québec.